Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Oui, encore, je dis encore surtout parce que moi je viens de tourner le précédent, mais je sais que pour vous les vidéos sortent pas à la suite. Bref, comme je l'ai dit du coup dans le précédent update lecture, on a... c'est pas la catastrophe complète parce que il y a quand même un livre que j'ai terminé sur les 4, mais on est sur des lectures pas terminées en fait, hein. Voilà, tout simplement, pas terminées. La fin septembre a pas été ouf niveau lecture. Mais bon, ça arrive de temps en temps. On a parfois de temps en temps sur la chaîne un update avec quel livre que j'ai terminé, mais on a la plupart du temps au moins un livre que j'ai pas terminé, hein. Sinon c'est pas drôle, et bah là il y en a 3. Voilà, bref, c'est parti. Le premier c'est Diabolique, donc le tome 1, Protéger ou mourir, de S.J. Kincaid, et franchement j'avais espoir avec ce livre. Il était de base dans la palle de juin-juillet, si je dis pas de bêtises, mais j'avais pas eu le temps de le lire, donc je l'ai remis ici, je l'ai commencé, et je l'ai abandonné. Oui. En fait, on est dans un monde très futuriste où il y a des diaboliques. Donc un diabolique, c'est un espèce de... En fait, je sais même pas si c'est un humain éduqué d'une certaine manière ou si c'est un robot. Je pense que c'est plus de l'ordre de la robotique, mais je suis pas très sûre en fait. Bref, du coup, ce sont des personnes, des personnalités, je ne sais pas, créées pour protéger quelqu'un. Et donc en fait quelqu'un va, enfin au tout début du livre, on a donc une diabolique qui est dans un enclos, enfin vraiment les conditions c'est dégueulasse, bref. Et on a une famille, donc un papa, une maman, parce qu'on est dans un truc hétérocentré, bref, un papa, une maman et une fille, donc leur fille, qui viennent acheter ce diabolique, et donc ce diabolique va avoir pour objectif unique dans sa vie de protéger cette jeune fille, d'où le titre, protéger ou mourir. Et donc voilà, ils achètent ce diabolique-là, ils repartent avec, et ils vont, enfin la fille qu'on suit, qui s'appelle, je sais pas comment, je sais pas, j'ai pas écrit, bref, cette jeune fille et le diabolique, qui est aussi une fille, vont un peu grandir ensemble, évoluer ensemble, et on les retrouve en gros quelques années plus tard, quand les diaboliques sont déclarés quelque chose comme instable et dangereux et donc illégal, et donc il faut tuer les diaboliques parce que voilà, l'État a décidé que c'était plus accepté. Sauf que la famille ne veut pas tuer le diabolique. Et à partir de là, on rentre dans un truc, en fait, c'est bizarre parce que je sais que ça existe, je sais que c'est possible humainement parlant, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal, et dans un livre, ça ne passe pas. On est dans un univers très scientifique avec des espèces de robots, vraiment quelque chose de très paramétré, de très cartésien, de très binaire en fait, c'est oui ou sinon ça marche ou ça marche pas. Et en même temps, on est dans un monde religieux. Et moi j'y arrive pas, en fait j'arrive pas à concevoir comment tu peux être scientifique, formé à la science, aux démonstrations, aux preuves et à tous ces trucs de scientifique en fait, et en même temps croire en quelque chose duquel tu n'as aucune preuve. J'ai rien contre les croyances, j'ai rien contre les religions, mais juste, moi j'ai pas de preuve qu'aucun dieu n'existe. Alors je le dis ici, j'ai j'allais dire une formation, pas du tout. J'ai reçu une instruction et une éducation religieuse, donc catholique chrétienne, parce que voilà, j'ai fait du catéchisme quand j'étais petite, j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions, et en fait j'ai fait tout ça jusqu'à ce que je me rende compte que tout ce qu'on me racontait et tout ce qu'on m'expliquait sur la religion, les dieux, les machins, les trucs, elles sont où les preuves en fait? Elles sont où les preuves qu'il existe en fait? Il n'existe pas. Alors en plus, quelques années plus tard est venue là-dessus se rajouter ma réflexion féministe en mode pourquoi toutes les grandes religions on vénère des dieux et on croit en des dieux? Elles sont où les déesses? Enfin je veux dire c'est quoi ce bordel? Bon ça c'est un autre débat, mais en vrai moi je peux pas croire en un dieu en fait parce que il existe, enfin, pour moi il n'existe pas, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur la chaîne, je ne crois en rien. Voilà, comme ça c'est fait, comme ça c'est dit. Mais en fait, je crois en rien parce que j'ai pas de raison de croire en quelque chose. J'ai pas de raison de croire qu'un Dieu existe. Il y a tellement d'injustices, tellement de trucs dégueulasses qui se passent dans le monde à des gens très bien et tellement de trucs très cool qui arrivent à des gens absolument horribles que je me dis, c'est pas possible en fait. Enfin, si vraiment il y a un Dieu qui existe, il est con. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Je parle pour toutes les religions confondues, hein, christianisme, je sais pas, islamisme, bouddhisme, ce que vous voulez. Je comprends pas. En fait, je ne comprends pas si réellement un dieu de n'importe quelle religion existe. Je ne comprends pas comment le monde peut être dans cet état-là avec une personne qui est censée nous protéger et nous aider et nous guider. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Du coup, j'y arrive pas. Et là, on est dans un monde avec des scientifiques, avec des diaboliques, des choses extrêmement cartésiennes, avec des robots. Enfin, le diabolique, enfin la diabolique est extrêmement binaire. Elle a pour but unique
de protéger la fille qu'elle protège et qu'elle aime depuis toujours, et elle est prête à faire tout et n'importe quoi pour la protéger. Elle ne voit que ça, ce n'est que son objectif, et ça c'est pas humain du tout, c'est extrêmement scientifique parce que les humains ont leur jugement, leurs sentiments, leur espérance qui entre en considération de chaque décision, et donc tu peux pas te fixer un but ultime et tout faire pour y arriver. Il y a forcément un truc qui va faire que tu vas te poser des questions, tu vas réfléchir, tu vas te mettre en doute, tu vois, voilà. Alors que là, c'est pas le cas. On lui a donné un objectif et elle est focus là-dessus. Ça, c'est pas humain du tout. Et à côté de ça, t'as des gens qui vont à l'église, qui prient et qui... Moi, je comprends pas. Vraiment, je suis désolée, mais pour moi, c'est deux mondes totalement à part qui ne peuvent pas cohabiter, qui ne peuvent pas coexister. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Je l'ai dit au début de la vidéo et de mon avis, je sais que ça existe. Hein. Je sais en plus, notamment qu'aux États-Unis, qui est un pays extrêmement croyant, il y a des scientifiques absolument magnifiques, absolument, comment dire, très intelligents et à la pointe de leur domaine et qui sont croyants. Je sais que c'est possible d'allier les deux, mais moi, dans mon cerveau, en fait, c'est comme si, je sais pas, c'est comme deux aimants qui se repoussent. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas être scientifique et croire en quelque chose duquel tu n'as pas de preuves. Pour moi, ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent. Et il y a plein de situations dans lesquelles j'aimerais bien être croyante. Vraiment, sincèrement, il y a plein de situations dans lesquelles j'aimerais bien être croyante et pouvoir m'en remettre à quelqu'un qui est, je sais pas où, mais qui pourrait m'aider. Vous voyez, j'ai juste à faire une prière, à lui demander quelque chose et il va m'aider. Mais ça marche pas comme ça. Ça serait trop facile, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Et du coup, là, dans ce monde-là, vraiment, mon cerveau, il bug. Mon cerveau, il n'arrive pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça ne passe pas. C'est pas possible. Je n'arrive pas à croire en cette histoire-là et à croire en l'existence d'un monde fictif comme ça, alors même que notre monde est comme ça. Je sais, c'est bizarre, mais je n'y arrive pas. Du coup, j'ai lu quoi? J'ai lu 63 pages et je me suis arrêtée parce que j'y arrive pas, en fait. En fait, il faudrait que je fasse abstraction de toute une partie de l'univers et de toute une partie du livre, à savoir la religion, pour pouvoir me concentrer sur l'histoire. Mais du coup, ça serait enlever la moitié du livre, ça serait enlever un truc important de l'histoire, du livre, de ce qu'a écrit l'autrice. Je pense que c'est une autrice, je sais pas. Et c'est dommage de faire ça. Enfin, je peux pas squeezer toute une partie de l'invention et de l'écriture d'une autrice pour lire un livre. Ça n'a pas de sens de faire ça. Donc, du coup, j'ai pas lu. On passe à un livre que pour le coup j'ai adoré et que j'ai littéralement bouffé. Donc Rebecca Keane, le tome 2, Pacte de sang de Cassandra O'Donnell. J'adore Rebecca Keane. Vraiment, je trouve ça génial. Je l'ai commencé sur le Week-end d'Amil, si je dis pas de bêtises. Week-end d'Amil sur lequel j'avais lu The Sun is also a Star, le livre magique, tout ça, les livres que je vous ai présentés dans le dernier update lecture. Et je l'ai terminé le mardi qui a suivi. Je crois que je l'ai lu en 3 jours et 2 heures sur le 4e jour, vous voyez. Franchement, j'ai adoré, j'adore Rebecca Keane. On est dans de la beat lit, on est avec Rebecca Keane qui donc est une sorcière du clan des Vicari, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce tome-là, en fait, dans le premier tome, elle est devenue un membre important de la communauté surnaturelle de sa région. Elle n'avait pas spécialement prévu de se montrer publiquement, d'annoncer qu'elle était là et qu'elle existait. En fait, elle cherchait juste à se cacher et à vivre sa vie tranquille, pépouze de son côté, sauf que pas de bol, il y a un vampire qui a découvert qui elle était, et du coup, elle s'est un petit peu retrouvée dans la merde. Et donc, elle est devenue une personnalité importante de la communauté surnaturelle du patelin dans lequel elle vit, comme je l'ai déjà dit. Son rôle, en gros, c'est de protéger cette zone géographique à partir de maintenant, à partir du tome 1 du coup. Et là, au début du livre, il y a plusieurs, il y a une louve notamment, puis ensuite il y en aura d'autres, qui va se faire tuer, qui va se faire détruire. Enfin, genre vraiment, c'est extrêmement trash. Et en plus, comme c'est un institution naturelle qui a été tué, c'est pas comme une humaine, c'est pas comme moi. Enfin, je veux dire, si tu veux faire un massacre avec moi, tu peux y arriver parce que je suis humaine, tu vois. Mais vu que c'est une louve-garou, tu vois, elle a quand même plus de force, elle est capable de se transformer en bête, elle est capable de mordre, elle a de la force, tu vois, c'est un loup, quoi, tu vois, t'as capté. Et donc, la violence nécessaire pour mettre dans l'état dans lequel était la fille après sa mort a dû être, est extrêmement énorme, parce que c'est un loup-garou. Bref, et donc du coup, Rebecca va enquêter là-dessus pour savoir qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce délire, comment elle a été tuée, et d'où il sort ce gars, ou cette fille, ou ce groupe de personnes, et pourquoi ils ont fait ça, et pourquoi ils recommencent, et voilà. Et donc elle va chercher à élucider ça, c'est un peu une enquête, j'adore ce côté enquête, vraiment je trouve ça trop cool. Et j'allais dire quelque chose, mais je le dirai après. Et en parallèle de tout ça,
Et donc comme je l'ai dit, c'est un vampire qui a découvert qui elle était au début du tome 1, et du coup elle a un petit peu une relation particulière avec ce vampire là, une relation de, comment dire, il a les moyens de la balancer aux gens qui veulent sa mort, à elle, mais il le fait pas. Voilà, et il y a aussi tout un groupe de vampires hyper influents qui va débarquer, et du coup elle se retrouve à faire, à être avec les vampires, à avoir une espèce de rôle de maîtresse de maison, qui n'est pas vraiment sa spécialité, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc du coup elle se retrouve à avoir d'un côté un rôle de femme soumise au vampire avec lequel elle est, pour faire genre devant les autres vampires, et en même temps elle est en mode combat, warrior, superwoman, pour essayer de débusquer l'autre bouffon là qui tue les loups. Oui, c'est une dualité très bizarre. Et en fait, il n'y a pas de problème de... Comment dire? En général, quand on a un livre avec des vampires, on a souvent cette suprématie du vampire sur une femme et sur la femme qu'il aime, sur la femme de sa vie, tout ce que vous voulez. C'est le cas par exemple dans Les Gardiens de l'éternité de Alexandra Ivy. On a cette supériorité due à l'espèce des vampires, due au fait qu'ils sont des vampires et donc ils sont supérieurs aux femmes qui ne sont pas des vampires et qui sont des vampires aussi d'ailleurs, bref. Mais dans le cas, c'est le cas dans Les Gardiens de l'éternité et c'est le cas ici, on a en face un personnage féminin qui a conscience de ça, mais qui se laisse pas faire. Et qui, en fait, je sais pas comment elles font, hein, mais elles arrivent à trouver un juste milieu entre le ok d'accord t'es un vampire, vu que on est ensemble, je suis un peu soumise parce que t'es un vampire, mais en même temps, tu vas pas tout décider à ma place et tu vas pas avoir tous les pouvoirs sur moi juste comme ça marche pas comme ça. Et du coup c'est ça que j'adore. Et en même temps, bah là en parallèle, on a le combat qu'elle mène à côté pour essayer de débusquer l'autre espèce d'abruti qui tue les loups, donc c'est assez cool. Vraiment, j'adore ce personnage-là. Et c'est la première fois, j'espère que ça va durer, mais c'est la première fois qu'une héroïne de Beat Lit tient la comparaison avec Charlie Davidson. Donc Charlie Davidson, c'est une saga de Beat Lit écrite par Darida Jones, par Darida Jones, et en fait c'est la première saga de Beat Lit que j'ai lue, et depuis, à chaque fois que je commence une saga de Beat Lit, je ne peux pas m'empêcher de comparer l'héroïne à Charlie. Sauf que Charlie est un petit peu là, vous voyez, sur du cadre carrément, dans ma tête, dans mon cœur, enfin j'adore Charlie. Du coup, il n'y a aucune des héroïnes et aucun autre personnage qui tient la comparaison avec Charlie, parce que je trouve toujours les autres personnages moins bien que Charlie, vous voyez. Mais là, ça marche. Et pourtant, c'est quasiment le même schéma. On a des personnes qui disparaissent, des personnes qui meurent, et Henry McCakin qui enquête. C'est exactement le cas dans Charlie, sauf que Charlie a en plus le pouvoir de voir les fantômes, donc ça c'est un autre délire. Donc voilà, on a ça, et à côté, comme dans Charlie, on a un univers extrêmement développé avec des vampires, des créatures. Bon, dans Charlie, il n'y a pas de vampires, il y a plutôt le côté diable et démon, mais vraiment, on a exactement le même schéma en fait, avec une héroïne de Beat Lit qui mène une enquête et qui à côté doit gérer les problèmes surnaturels qui se passent dans sa vie perso, dû au fait que Charlie voit les fantômes et elle est une sorcière, vous voyez. Bref, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'adore cette saga. J'ai déjà acheté le tome 3, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je crois que le book haul pour vous est sorti. Je vous avoue que je commence à être perdue. Là, j'ai tourné tellement de vidéos ces derniers temps que je vous avoue que je commence à être perdue, mais j'ai acheté le tome 3, si je dis pas de bêtises. Clairement, j'ai pour objectif de le caler dans le communauté. Je sais pas si ça rentrera, mais bref. Voilà, j'aime beaucoup cette saga. J'ai bouffé ce livre. C'était un truc de fou. Vraiment, j'adore cette saga. Je trouve ça génial. Je crois qu'il y a que 5 tomes. Du coup, je suis un peu deck parce que je suis quasiment à la moitié. Voilà. Mais vraiment, j'adore. Et j'écoute Like I Love You de Theresa Rex pour cette saga. Maintenant que je vous ai parlé du livre que j'ai fini, il reste 2 livres que j'ai pas fini. Mais le dernier, j'ai été très loin avant de l'abandonner, donc bref. Mais pour l'instant, on va parler de Alex Cross, le tome 1, Le masque de l'araignée, de James Patterson. Et je ne pensais pas être un jour déçue à ce point par mon James Patterson. Je vais pas vérifier, mais je pense que c'est un des premiers qu'il a écrit. En tout cas, c'est un des moins bien construits. Je suis désolée, mais vraiment, je n'ai pas compris. En fait, ça part dans tous les sens. Je vais vous faire le résumé. Donc j'ai lu quoi? J'ai lu 48 pages. En gros, je vais essayer de vous expliquer vaguement rapidement ce qui se passe dans ces 48 pages, tu vois. On a un homme, donc Alex Cross, qui est noir. C'est important pour le livre parce que c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant et vraiment dénoncé. On est dans les États-Unis des années, je sais pas, 90, un truc comme ça, où la ségrégation n'est pas hyper loin malgré les dates. Du coup, un flic noir, c'est quelque chose d'assez rare en fait. Bref, donc voilà, on a ce flic noir qui est appelé sur une scène de crime. Il y a
une mère, sa fille et un petit garçon. J'ai pas compris si le petit garçon était le fils de la mère de la fille ou le fils de la fille. Mais en tout cas, il y a un petit garçon qui est là. Et du coup, il va faire les premières constatations sur place, comment elles ont été tuées, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, et essayer d'enquêter là-dessus. Sauf que au même moment, dans une espèce d'école d'élite, en fait c'est une école pour fils et filles de personnes connues, il y a deux adolescents qui vont disparaître, qui vont être enlevés, et du coup il est appelé sur cette scène-là, sur l'enlèvement des ados, et on lui dit non mais tu t'en fous des gens qui sont morts là, t'enquêtes sur eux, c'est beaucoup plus important, on est sur les gens là-bas, là ils sont dans un quartier défavorisé, on s'en bat les steaks qu'ils soient morts. Par contre, les deux ados là, ils sont dans un milieu hyper favorisé. Les parents sont pas du tout contents, donc on va enquêter là-dessus en priorité, même si les autres ils sont morts. Hein. Voilà, et donc voilà, donc il débarque là-dessus. Vraiment, ça s'enchaîne hyper rapidement. Il débarque sur cette scène, on essaie de comprendre ce qui se passe. En parallèle, on a pas que le point de vue d'Alex Cross, on a aussi le point de vue des ados qui sont enlevés au moment de leur enlèvement. On a le point de vue d'une autre femme. Alors elle, j'ai même pas compris qui elle était. On a une femme qui débarque de Washington ou d'un truc comme ça. Je sais pas qui elle est, je sais pas d'où elle sort, elle va les aider. Ensuite, on a le FBI qui se rajoute là-dessus. Enfin, franchement, je suis perdue. Ça part dans tous les sens. Je suis larguée complètement, vraiment. Et il y a tellement de choses qui se passent en même temps qu'au final, il y a rien qui se passe. Tout est initié. Genre, eux, ils sont morts comme ça, ok. Eux, ils ont disparu, ok. Elle débarque, ok. Le FBI, il débarque. Ah oui, au fait, je suis noire. Mais gars, calme-toi, centralise-toi, moi je comprends pas, vraiment je comprends pas. Et en fait, je me suis tout simplement retrouvée un soir, en rentrant du travail, à voir mon livre posé là, et à me dire, ah oui c'est vrai, c'est ça que je suis en train de lire, mais j'ai pas envie. En fait, j'avais pas envie de l'ouvrir, j'avais pas envie d'y retourner, j'avais envie de lire autre chose, parce que juste, j'avais pas envie. Vraiment, j'ai vu le livre posé, et je me suis dit, ah oui c'est vrai, c'est ça qu'il faut que je lise, mais j'avais pas envie. Vraiment, j'avais juste pas envie d'y retourner, parce que je comprenais rien. Vraiment, je comprenais rien. Alors, c'est une période où j'étais extrêmement fatiguée, je le sais, mais vraiment, je n'ai pas compris. Enfin, ça part dans tous les sens, ça part en couille complètement. En fait, il y a trop de personnages. En 50 pages, on te présente beaucoup de personnages, beaucoup de situations, beaucoup d'enjeux. Et en fait, tout simplement, j'ai perdu son nom, James Patterson a saturé mon cerveau d'informations et au bout d'un moment, je ne peux plus avancer dans le livre et dans l'histoire parce que je suis incapable de traiter toutes les informations qu'il m'a données. Ça va trop vite, je suis perdue. C'est dommage, hein, parce que pour avoir lu d'autres livres de James Patterson, je sais, c'est un grand nom du thriller, évidemment. Alors, je veux dire, je pense que tout le monde connaît James Patterson au moins de nom. Mais là, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est un des premiers qu'il a écrit parce que franchement, c'est brouillon en fait. L'écriture est brouillon, la construction est brouillonne, c'est pas possible. Donc, du coup, je suis dégoûtée. Mais je préfère abandonner ce livre-là et lire d'autres livres qu'il a écrits, continuer la saga du Women Murder Club justement, plutôt que m'acharner avec cette saga-là alors qu'au bout de 50 pages, je suis déjà larguée. Voilà. Et on termine avec un tome 2, donc You Kill Me, tome 2, You Kill Me Girl, de Tina M. J'ai abandonné ce livre, oui. Mais, c'est extrêmement rare, j'ai été jusqu'à la page 241 avant de dire je n'en peux plus, je m'arrête là. Donc en fait dans cette saga on suit Justin, c'est ça qui s'appelle je crois Austin, pardon, et Lexi. Ça commence comme une romance assez basique en fait, hein, voilà, ils se rencontrent, tombent amoureux, c'est le premier amour, c'est compliqué, t'as peur, tu sais pas dire, tu sais pas faire, enfin bref voilà. Je sais pas, en fait j'ai pas réussi à déterminer si oui ou non c'était une romance toxique. En fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que l'autrice, c'est horrible ce que je veux dire, hein, mais j'ai l'impression que l'autrice a voulu écrire une romance toxique, mais n'a pas réussi. Ce qui donne un truc totalement, what the fuck, vraiment. Donc voilà, ils se rencontrent, il se passe des choses entre eux, enfin c'est une romance, donc c'est pas... c'est une romance qui nécessite 3 tomes, donc ça se passe pas comme ça, c'est pas hyper rapide, hyper fluide, en mode tout va bien dans le meilleur des mondes pour eux. Mais voilà, franchement j'ai bien aimé le tome 1, j'avais juste pas compris la réaction de Lexi à la fin du tome 1. Et dans ce tome 2, c'est pareil. En fait, mon abandon, c'est la conséquence de ma non-compréhension de cette foutue réaction. En fait, à la fin du tome 1, Lexi découvre que Austin avait un secret jusque-là et elle se barre. Elle lui en veut, ça détruit sa vie, la meuf pète un câble. Et en vrai de vrai, alors oui, il lui a caché quelque chose, oui, c'est pas très cool dans un couple, on est ok là-dessus, mais de 1, ils sont très jeunes, et ce qu'il lui a caché, enfin je veux dire, c'est
C'est pas le genre de truc que tu peux annoncer au bout de 2 semaines de relation, tu vois. C'est le genre de truc que tu prends ton temps pour annoncer, peu importe ton âge, mais surtout si t'as 16-17 ans, en vrai de vrai. Et en plus, c'est un truc qui n'a rien à voir avec elle, qui n'a pas vraiment d'impact sur leur couple et sur leur vie. Enfin, je veux dire, oui, alors, enfin, pour ceux qui ont lu le livre, vous allez me dire, meuf, ça a quand même un impact. Oui, ça a quand même un impact, mais je veux dire, c'est pas comme s'il l'avait trompé, c'est pas comme s'il lui avait caché que c'était un faux nom qu'il avait, c'est pas comme s'il lui avait menti sur qui il était. Enfin, je veux dire, il a pas fait ça, tu vois. Du coup, j'ai pas compris la réaction de Lexi à la fin du tome 1, et à la fin du tome 1, elle se barre. Et en fait, la situation du tome 2 et de toute la partie du tome 2 que j'ai lu, c'est ils ne se parlent pas. Elle parce qu'elle lui en veut, lui parce qu'il sait pas ce qui se passe dans sa tête à elle. Ils ont aucun contact au début du tome 2 et ils sont en mode voilà, ils sont séparés pour aucune raison valable et aucun des deux ne veut parler à l'autre. Donc déjà, ça m'a gonflé, très clairement. Bon, évidemment, s'il y a un tome 2 aussi gros et un tome 3, c'est qu'ils finissent par se retrouver et par se parler, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Mais alors, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, ils se retrouvent, ils discutent, ils échangent, ils s'engueulent. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une romance toxique, parce que leurs échanges et leur manière d'interagir m'a un petit peu rappelé Tessa et Hardin dans After, on va pas se mentir. Mais en même temps, dans l'agissement, en fait, dans le comportement d'Austin, il n'y a rien de réellement toxique. Enfin, je veux dire, je sais pas, je sais pas, je comprends pas. C'est très, très bizarre comme situation. Et donc, en fait, ils passent leur temps à s'engueuler. Ils passent leur temps à ne pas être d'accord, alors que il n'y a pas de raison. En fait, pour moi, ils s'engueulent sans raison, et ça me gonfle. J'ai arrêté le livre en mode, j'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, j'ai littéralement envie de les tabasser. De leur dire, mais arrêtez. En fait, j'ai l'impression que l'autrice a voulu faire une romance avec plein d'embrouilles, plein d'histoires, un peu comme After, sauf que ce qu'elle a écrit et ce qu'elle a créé, c'est des situations qui ne nécessitent pas de telles engueulades et de tels moments et de telles périodes assez longues où les personnages ne se parlent pas et se font la gueule. Enfin, je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Alors, pour ceux qui ont lu la saga, il y a une explication, enfin, qui l'ont pas lu d'ailleurs, il y a une explication du comportement et de la réaction de Lexi, mais alors moi, je la trouve extrêmement bancale, en fait. Enfin... C'est un peu comme l'autrice s'était dit ah oui, mais là, c'est un petit peu abusé. Bon, je vais mettre que c'est parce que ça, et puis ça passera. Ben non, ça passe pas, meuf, ça suffit pas. Enfin, je veux dire, c'est trop facile de faire ça. Enfin, moi, je comprends pas. En plus, on t'a juste l'explication de elle a ça, donc c'est pour ça qu'elle réagit comme ça, et t'as rien d'autre. Je suis là, mais c'est pas possible. Enfin, bref. Je ne comprends pas la réaction des personnages, je ne comprends pas leurs échanges, et pour ceux qui ont lu le livre, j'ai abandonné le livre juste après la scène du restaurant là, avec le père d'Austin, parce que franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas cette dispute après le restaurant. Elle n'a aucun sens. Vraiment, elle n'a aucun sens. Je comprends pas. Je comprends pas. Je lis énormément de romances. Hein. Je suis habituée aux personnages de romance. J'ai lu After, notamment, j'en ai déjà parlé. Et autant After est critiquable sur beaucoup, beaucoup de points, je le dis, je le répète, j'en ai conscience. Autant là, en fait, c'est comme si elle avait écrit une romance toxique juste pour être toxique. Vous voyez, il n'y a pas d'autre but. C'est juste pour être toxique. Voilà, c'est juste créer des personnages toxiques l'un avec l'autre qui se mettent ensemble et tout est toxique et rien ne va et ils passent leur temps à s'engueuler et à se disputer pour de la merde et puis ils se parlent plus pendant 3 semaines pour de la merde et il y a un machin qui fait de la gueule mais on sait pas pourquoi et machin lui parle plus mais on sait pas pourquoi. Enfin, je sais pas, je sais pas, vraiment, je n'ai pas compris. Donc du coup, échec. Cette saga vraiment échec. J'avais quand même une musique qui est Never Be Me de Miley Cyrus, mais alors franchement... j'ai rarement été autant déçue par un tome 2 de romance. Hein. Je pense que voilà. J'ai l'impression de m'être beaucoup étalée dans cet tome d'écriture et qu'il est un peu long. J'espère que ça vous a quand même plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.